Donc c'est juste au cas où vous auriez des questions. Et donc j'ai pas eu le temps de revoir mes notes ni rien. Vous non plus. Donc peut-être toutes les questions se sont évaporées. Dans la vacuité, exact. Le travail perso d'ici le prochain enseignement du PEBA. Donc, oui, par rapport à ce module, il va y avoir une évaluation qui va tomber bientôt, qui est pratiquement prête. Bon, moi, je m'en vais le 21 juillet. Mais donc, elle est à rendre avant le 28. Mais je sais. Ben oui, mais je suis en train de le raconter. Oui, je sais qu'il y a des gens qui voulaient l'avoir, mais vous l'aurez avant. Le 28, c'est la date où vous devez le rendre, au plus tard. Mais donc, dans les prochains jours, quand Françoise est prête à l'envoyer, je pense qu'elle est... Moi, j'ai préparé des questions, c'est pratiquement fait. Donc, je pense que dans les jours à venir, ça viendra. Donc, ça, c'est pour ce module. Après le module qu'on vient de terminer du LAMRIM, qu'on a terminé là en juin, on a fait 2 évaluations qui portaient sur les 2 premières parties du LAMRIM. Le sentier qui est commun avec les êtres de première capacité, le sentier qui est commun avec les êtres de capacité intermédiaire. On a fait l'évaluation qui portait sur ça. Et donc, il reste une évaluation sur le sentier qui est commun avec les êtres de grande capacité. Enfin, le sentier des êtres de grande capacité. Non. L'évaluation, c'était juste la libération du samsara. Depuis qu'on a commencé la bodhicitta, de toute façon, dans ce que vous avez envoyé Françoise, ça doit être mentionné. Donc tout ce qui concerne l'être de 3e capacité, le Mahayana, l'être de grande capacité, tout ça, ça n'a pas été revu en évaluation. Ça n'a pas été couvert. Donc ça couvrira tout ce qui concerne, en gros, le développement de l'esprit d'éveil et les 6 perfections, y compris, c'est bien ça, y compris le calme mental et la vue supérieure. C'est ça, hein. Voilà. Donc ça vous l'aurez en août, je pense, ou en septembre. Ça, c'est à remettre avant la fin septembre. Donc, avant la fin septembre. Parce que le prochain module, ça sera sûrement en octobre. Oui, le 20 ou comme ça. Oui. Donc, pas avant ça. Donc, on avait prévu... Ce qu'on avait prévu, parce que, oui, on avait pensé peut-être faire un week-end à la fin septembre de PEBA, mais finalement, cette idée, elle est tombée. On l'a laissée tomber. Donc, ce qui veut dire que le prochain PEBA, ça sera un week-end en octobre, novembre et décembre, 3 week-ends, et qu'on fera sûrement le LORIG. Et donc, il n'y aura pas de week-end à la fin septembre. Et donc, ce qu'on avait prévu, c'est qu'il fallait rendre avant la fin septembre. Mais donc peu importe que ce soit... Bon, ça serait quand même peut-être bien, la fin septembre, ça va, non? Parce que ça vous donne le temps de revoir. Si on l'envoie début septembre, vous avez le temps de la faire. Donc, à moins que ça change, puisque maintenant le week-end est reculé, mais c'est ce qu'on avait prévu. Ben oui, la révision, elle se fait avant, ouais, bien sûr. Donc ça, c'est ça. Travail personnel. Et puis bon, peut-être c'est bien, oui. L'évaluation, ça sera ça. Et donc c'est bien si vous pouvez préparer des lectures pour le LORIG. Donc on avait parlé du connaître l'esprit, c'est ça? Donc la première partie.
La première partie, parce qu'il y a deux parties. Il y en a une, c'est le commentaire, et la première partie, c'est l'introduction. Donc il y a l'introduction. Est-ce qu'il y a autre chose? Il faut voir avec Ngenga. Il y a l'esprit et ses fonctions de d'Akpo Rinpoche, mais qui représentent simplement une partie de l'enseignement. Il y a une autre partie qui est la partie principale et la plus difficile. C'est pas que ça soit très difficile, l'Auric, c'est juste que si vous connaissez pas au départ, c'est différent, et donc ça peut être un peu surprenant. En fait, en vérité, c'est pas vraiment difficile. Non? Tu rigoles, Gérard? On verra. Donc, il y a ce livre, mais il doit y avoir aussi des lectures. Il faut que je vois avec Ngenga. Donc, oui, l'esprit, c'est fonction de Dakpo Rinpoche, c'est sûr. Mais est-ce qu'il y a autre chose de Dakpo Rinpoche sur le Lorique, autre que ça? Ben, c'est ça, l'esprit, ses fonctions, c'est les facteurs mentaux. C'est ça. Mais ça, c'est simplement une partie du Lorig et c'est la partie la plus facile. Il y a toute une autre partie et je ne sais pas si elle est traitée par Dakpo Rinpoche dans un transcrit. Donc, à voir. Oui. 2 titres de livre. Non, il y a un titre de livre, l'esprit et ses fonctions. Ouais. Non, il y a 2 livres, tu as raison. Il y a l'esprit et ses fonctions de Lati Rinpoche. C'est Lati Rinpoche, oui. De Lati Rinpoche aux éditions Vajrayogini. Connaître l'esprit, oui. Connaître l'esprit, voilà. Connaître l'esprit de Lati Rinpoche, c'est ce livre. Tu te mets de dos à la caméra, tu peux le montrer, le livre à la caméra. Ouais. Donc il y a ça. Et puis l'autre, c'est un transcrit en fait de Dakpo Rinpoche qu'on doit trouver à la boutique peut-être. Il est à la boutique, voilà. D'accord. Mais l'esprit et ses fonctions, c'est simplement une partie. Je vous dis, c'est pas l'essentiel. Hein. Mais c'est quand même bien à voir. Oui. D'accord. Mais bon, dans le connaître son esprit, bon, je répète, il y a 2 parties. Il y a le commentaire qui est la 2e partie et les premières, je crois, 70 pages, c'est une introduction. Et donc, si vous lisez l'introduction, elle est plus abordable et ça vous donnera déjà tous les concepts. Même si vous ne comprenez pas complètement, ça fera déjà une introduction au concept qu'on va aborder. Voilà. Comme ça, vous n'arrivez pas comme ça, sans rien, sans aucun bagage. S'il y a autre chose, je vais demander à Ngenga qu'on vous les envoie. Hein. Donc il faut s'inscrire aussi pour ce module. Ben oui. Pour chaque module, pour le PEBA, l'inscription se fait à chaque module. Hein, parce que bon, c'est indépendant les modules. Il y a des personnes qui font certains modules et pas forcément tous les modules. Hein. Donc je suppose que pour s'inscrire au LORIC, on n'en a pas encore discuté, mais sûrement il faut avoir fait un LAMRIM. Un LAMRIM, je pense. Ben ça c'est Françoise, oui. Françoise va envoyer ça. Inscription et donc en principe c'est ce qu'elle fait, oui. Donc sinon, l'enseignement de ce matin, vous voulez en parler ou pas? Comment? Alors, il y a un micro quelque part. Voilà, eh ben, tu le prends, tu parles dedans. Oui, il y avait une question dans mon groupe hier quand on a évoqué la purification et l'accumulation de mérites. Et il y avait une discussion pour savoir si, quand on n'a pas dédié des mérites positifs et qu'on se met en colère, si on n'a pas dédié, est-ce que les graines sont brûlées ou est-ce qu'on a à la fois des graines positives et des graines négatives qui peuvent être sur le continuum mental? On dit que la colère détruit les mérites dus à la générosité, etc., qui n'ont pas été dédiés. Hein. Donc si les mérites ne sont pas dédiés, ils sont détruits par la colère. Ça, c'est les mérites qui n'ont pas été dédiés. Hein. Mais bon, après, il y a plein de discussions à ce sujet-là. Est-ce que ça... Alors, il y a des débats aussi. Donc, pour donner la réponse claire, il y en a qui disent que ça détruit, après ça dépend des mérites, ça dépend... Il y en a qui disent que ça détruit, il y en a qui disent que ça détruit pas complètement, mais ça diffère de beaucoup l'atteinte des résultats. Donc, il y a des choses différentes qui sont dites. Ouais.
purification, elle, par contre, détruit. Et la Brûle, purification, stérilise les graines. elle détruit en fonction de la force du regret et des forces d'opposition. Hein. Elle détruit en fonction de ça, de l'intensité du regret et des autres forces d'opposition. Hein. Donc, est-ce qu'elle détruit complètement? Bon, là aussi, il y a plusieurs possibilités. Ça peut détruire complètement ou ça peut au moins atténuer. C'est pour ça que l'on dit quelquefois aussi que quand on fait des pratiques de purification, il est possible que l'on fasse des expériences désagréables de souffrance. Hein. Par exemple, on dit quelquefois, il y a des grands pratiquants, des gens qui pratiquent bien, en fait, si ça se trouve, ils vont être malades ou ils vont avoir quelque chose de pénible, hein, qui est en fait un résultat de purification. Parce que, par l'accumulation d'énergie positive, ça permet à certaines graines d'être purifiées. Hein, et la purification, elle peut se manifester de cette façon-là, que au lieu de mûrir, par exemple, dans une renaissance, dans des royaumes infortunés, ou par quelque chose de pire, hein, elles mûrissent tout de suite. Le fait de mûrir tout de suite, c'est vu comme quelque chose de positif. Donc c'est pour ça que, par exemple, si on pratique intensivement, ou quand on suit un cours, par exemple un enseignement de façon intensive, ou on fait une pratique intensive, en retraite ou comme ça, s'il y a des résultats désagréables qui se manifestent, ça peut être un résultat positif en fait. Parce que ça permet de mûrir quelque chose qui serait pire en quelque chose de moins lourd et de tout à fait gérable, hein, sur un corps humain en plus qui connaît le dharma, etc. Ouais. Sinon, ce matin, ça a été un peu vite. Hein? Comment? C'est un peu dur. Vous voulez qu'on reprenne certaines... Oh. On va pas avoir le temps, mais bon. Moi, quelle heure il est? Ouais, c'est la demi. Moi, j'ai noté quelques passages. Hein? J'ai noté quelques passages qui me semblaient difficiles, en me disant peut-être on peut les reprendre. Comment? Les 3 temps et les 3 portes. Les 3 portes. Les 3 portes, c'est le corps, la parole et l'esprit, et les 3 temps, c'est le passé, le présent, le futur. En général, hein. Alors, je vais voir où c'est que j'ai noté. J'ai mis des... j'ai noté, qu'est-ce que j'ai noté? Donc il y avait la strophe... J'ai noté là où ça me semblait un peu difficile, je me suis dit peut-être on peut y revenir au besoin. À la strophe 92, au Tathagata qui détruit le démon de la saisie du soi, puissant corps du Dharma, brandit ta masse terrifiante, la sagesse du non-soi, et sans hésiter fait la tournée 3 fois. Donc Tathagata allait dans la félicité en dépendance des 2 esprits d'éveil, je lis mes notes, hein, en dépendance des 2 esprits d'éveil qui ont résulté dans les 2 corps. Hein. Donc ici on parle de l'indissociabilité. Quand on parle du corps du Dharma, le corps du Dharma c'est Choku, le Dharmakaya. Hein. En fait, c'est les 2 esprits d'éveil, l'indissociabilité de la félicité et de la sagesse de la vacuité. Hein. Donc, on parle toujours de la méthode de la sagesse. Et dans le véhicule des perfections, la méthode, c'est la compassion et la bodhicitta, et la sagesse, c'est la sagesse qui réalise la vacuité. Dans le tantra, la méthode, c'est la grande félicité. Hein. Et donc, ici, on a aussi l'union, hein, de la méthode et de la sagesse des tons.
Donc la grande félicité et la sagesse qui réalise la vacuité, c'est ça qui sont indissociables, c'est ça l'union de la méthode et de la sagesse. Et ça, ce sont les caractéristiques du Dharmakaya. Donc quand on parle puissant corps du Dharma, c'est de ça dont on parle. L'indissociabilité, les indissociables félicités et vacuité, sagesse qui réalise la vacuité. C'est-à-dire deux types d'esprit, et donc c'est ça aussi les deux bodhicitta, conventionnels et la méthode et la sagesse, donc dans le tantra. Et donc ce corps du Dharma qui a ses caractéristiques, qui est doté de force et de puissance. Et dans cette strophe, en fait, une masse brandit ta masse terrifiante, dont la masse, c'est ça, c'est la sagesse supérieure qui réalise le non-soi. Elle tourne à 3 reprises avec férocité pour éliminer la saisie du soi. Sans hésiter, fait la tournée 3 fois. Et alors, pour ces 3 reprises, qu'est-ce qu'ils illustrent, ce que Geshe-la a expliqué. Qu'est-ce qui est illustré par ces 3 tours de la masse, c'est l'arme de la vacuité, d'existence véritable. C'est ça, l'arme de la vacuité, en fait, de la sagesse qui réalise la vacuité. Donc, il y a 2 façons de comprendre ces 3 tours. Un, c'est voyons, je vais lire et puis après on va voir qu'est-ce que. Il y en a une, les 3, ça représente les 3, ce qu'on appelle quelquefois la triade, le cercle des 3. Le cercle des 3, c'est l'agent, l'action, l'objet. Et dans ce cas, ça représenterait les 3 qui sont vides d'existence véritable, dans la vacuité d'existence véritable des 3, c'est-à-dire l'objet qui doit être anéanti, le chérissement de soi et la saisie du soi, l'objet qui doit être anéanti, l'action d'anéantir, et celui qui anéantit sont dépourvus d'existence véritable. Donc la vacuité de ces 3. Ça, c'est une façon de le comprendre. Sinon, Geshe-la, en fait, se reporte aux commentaires qu'il lit. Ou alors, une autre façon de l'expliquer, c'est par ces 3 tours, le fait de détruire 3 choses. Le chérissement de soi, la saisie du soi, et les agrégats qui sont engendrés par ça, par la saisie du soi, les agrégats. Donc, détruire ces 3, voilà. Donc ça, c'était le vers 92. Après, j'ai marqué quelque chose au vers 97. Je ne sais pas si c'est difficile, mais j'ai marqué. Ainsi, j'endosse toutes leurs non-vertus, accomplies dans les 3 temps et par leurs 3 portes. Donc, les 3 temps et les 3 portes. Puissent les passions devenir des conditions favorables à l'éveil, comme le poison dont le pain se nourrit. En fait, j'avais marqué parce que j'avais prévu de vous poser la question, mais je ne sais pas, il n'y a pas tellement le temps. Puissent les passions devenir des conditions favorables à l'éveil. Comment on utilise les passions en conditions favorables à l'éveil? C'est ce qui a été expliqué dans tout le texte et aussi dans cette strophe. On se sert des passions comme branche pour l'éveil. C'est ce que font les pans, comme le pan. Et en fait, donc c'est bien d'y réfléchir à ça. Endosser les non-vertus pour détruire. Oui, parce qu'en fait, on endosse. C'est ce qui est dit. J'endosse. En fait, les passions, c'est quoi? C'est le chérissement de soi. Tout vient du chérissement de soi. Et donc, en fait, quand on fait l'expérience toutes nos souffrances et tous les poisons, ça vient du chérissement de soi. Et on se sert de ça, de cette compréhension, en fait, pour
la prendre sur le sentier, en inversant soi et les autres, et en prenant toutes les souffrances, tous les résultats du chérissement de soi, sur le chérissement de soi. C'est Tonglen, en fait, pour détruire pour transformer en compassion et pour détruire, on détruit les passions, le chérissement de soi, par l'expérience même du chérissement de soi, en comprenant que c'est ça la racine de toute la souffrance qui existe dans le samsara, c'est la racine du samsara. Et donc quand on fait cette expérience, on prend tout et on le détruit, Tonglen. On prend tout pour détruire. Donc rien que de la vue et la compréhension du poison, fait que on le détruit. C'est ce que Geshe-la a dit aussi, il a expliqué ça au début, comment le pan utilise le poison de l'attachement, c'est que en voyant l'objet d'attachement, le pratiquant, le bodhisattva, comprend parce qu'à force d'avoir médité sur les défauts, les inconvénients de l'attachement, rien que le fait de voir l'objet d'attachement, ça vient en antidote. Il voit toutes les fautes, tous les défauts, et ça détruit l'attachement. Il a expliqué ça au début. Donc là, c'est pareil, en fait. Utiliser les passions, le chérissement de soi. Quand on sent le chérissement de soi, je suppose que vous l'avez bien senti cette semaine. On le sent, là, ça fait mal. Et donc, juste en le voyant, c'était bien, c'était bien. C'est ça, Je crois qu'on est tous pareils. Et donc, c'est ça l'ennemi. Et donc, on voit en fait toutes ces fautes et ces défauts. Et donc, on accepte en fait toute la souffrance pour le détruire. Donc, j'avais noté ça parce que je trouvais que ça résumait tout et je voulais vous poser la question. Alors, après, j'ai marqué le vers 104. Avec ces méthodes, nous vaincrons vite l'ennemi, ainsi que les conceptions erronées, en méditant conjointement le non-soi et la sagesse non conceptuelle, de par la causalité, comment ne pas obtenir le corps formel d'un Bouddha. Je ne sais pas si c'était difficile, mais pourquoi j'ai noté ça? Donc les deux seront détruites, c'est-à-dire par la méthode et la sagesse, on va détruire le chérissement de soi et la saisie du soi. Par la méthode et sagesse combinées. Et ici, la sagesse non conceptuelle de grande félicité. Dans les deux choses, Dewa Chenpo Yeshe, non pas Metope Yeshe. Donc il y a les deux choses, il y a la sagesse supérieure non conceptuelle de grande félicité et la sagesse qui réalise le non-soi. Donc c'est toujours pareil, ce qu'on a dit aussi dans le tantra, c'est ça la félicité et la vue de la vacuité. Donc ces deux conjointement, donc vont amener au résultat. Ces deux deviennent en fait la cause du corps de vérité et du corps de forme, le Dharmakaya et le Rupakaya. Le Dharmakaya, le corps de vérité, et le corps de forme, le Nirmanakaya. C'est ça le résultat, c'est l'état de Bouddha. L'état de Bouddha, on le décrit par l'obtention des 2 corps, 3 corps, 4 corps. Il y a différentes façons de l'énumérer, mais si on fait la division la plus courte, c'est le corps de forme et le corps de vérité. Le corps de vérité, c'est comme l'esprit du Bouddha, et le corps de forme, c'est la forme. Dans le corps de forme, il y a le Nirmanakaya, le corps d'émanation, et il y a le Sambhogakaya, le corps de jouissance suprême, qui n'apparaît qu'à des êtres purs dans les terres pures, des bodhisattvas, Arya Bodhisattva, je crois. Donc ça, c'est un corps pur. Et il y a aussi le Nirmanakaya qui peut apparaître, qui se manifeste donc sous n'importe quelle forme pour aider tous les êtres. Donc c'est comme ça qu'on décrit l'obtention de la bouddhéité. Les 2 corps ou les 4 corps, ou après ça peut être divisé. Et donc la cause du corps de
la cause du Dharmakaya, le corps de vérité, c'est les deux, mais plus particulièrement la sagesse qui réalise la vacuité. L'accumulation de sagesse a comme résultat le corps de vérité, le Dharmakaya. Et l'accumulation de méthodes, donc la félicité, a comme résultat le corps de forme, le Nirmanakaya. Mais évidemment, les deux sont les causes des deux aussi, parce que on peut pas obtenir l'un ou l'autre séparément. Les deux sont pratiqués en union, et les résultats sont aussi unis. On dit le corps et l'esprit du Bouddha sont un. Il y a une union. Et au niveau du sentier, c'est bien de savoir distinguer cette distinction aussi. On en a déjà parlé, mais il y a le niveau de la base, il y a le niveau du sentier et il y a le niveau du résultat. Au niveau de la base, on parle de quoi? Non. Méthode et sagesse, c'est au niveau du sentier. Le sentier, c'est la méthode et la sagesse. Le résultat, c'est les deux corps. Et la base, c'est ce qui existe. De quoi on part? Les deux vérités. Ouais, les deux vérités, la vérité conventionnelle et la vérité ultime. C'est la base. Et c'est de là qu'on part. Et à partir de là, on pratique la méthode et la sagesse. On est au niveau du sentier. La méthode correspond à la vérité conventionnelle et la sagesse correspond à la vérité ultime. Donc il y a une correspondance entre les deux vérités, la méthode et la sagesse, et au niveau des résultats, les deux corps d'un Bouddha. Donc méthode et sagesse, ce sont les causes des deux corps d'un Bouddha. Et ici, comme on parle d'un cadre plus tantrique, la méthode c'est la félicité, la grande félicité, la sagesse qui réalise la vacuité est unie. Et donc c'est ça qui permet de détruire les deux ennemis, le chérissement de soi. Oui, vas-y. Alors, j'arrive toujours pas à saisir le Sambhogakaya. C'est pas au cours de la vie humaine, c'est après, lors de la progression. Le Sambhogakaya, c'est un corps de Bouddha. Voilà. Oui. Donc c'est une émanation d'un Bouddha. Mais c'est quelque chose qui n'apparaît pas à des êtres ordinaires. C'est quelqu'un qui devient Bouddha. Un Bouddha, on dit, il peut émaner d'innombrables corps. Donc, au niveau du corps de la forme, de quelque chose qui peut rentrer en relation avec les êtres, il y a le Sambhogakaya et il y a le Nirmanakaya d'un Bouddha. Mais on peut devenir Bouddha, je veux dire, au cours d'une vie humaine, mais aussi en dehors, non? En terre pure, il y a plusieurs périodes. Mais on ne parle pas de corps humain. Un Sambhogakaya, c'est des déités, par exemple. On ne parle pas d'un corps humain. Un Bouddha qui manifeste un corps humain, c'est pas un Sambhogakaya, c'est un Nirmanakaya. Un Sambhogakaya, ça n'apparaît que dans les terres pures à des bodhisattvas, Arya Bodhisattva. Il y a un Sambhogakaya, il a 5 caractéristiques. Je m'en souviens plus les 5, mais je pense qu'il enseigne que le Dharma du Mahayana, il n'apparaît qu'à des Arya Bodhisattvas, dans des terres pures. Donc c'est un corps qui n'est pas disponible, je veux dire avec lequel les êtres ordinaires ne peuvent pas rentrer en contact. C'est pour ça que le Bouddha émane aussi un corps de forme, un Nirmanakaya, qui peut rentrer en contact avec des êtres ordinaires. Ça t'éclaire, ça t'éclaire pas? T'as l'air perplexe. Ouais. Mais on parle pas d'être humain. On parle pas d'être humain, on parle d'un Bouddha. Et un Bouddha peut émaner des formes pour être utile aux êtres, parce que son travail au Bouddha, sa raison d'être, c'est d'aider les êtres. Et donc en fonction des karmas, en fonction des dispositions des êtres, ils vont émaner des formes différentes, dans des conditions différentes, etc. Tu vois? Par exemple, un être qui parvient à l'état de Bouddha au cours d'une vie humaine, c'est faisable, ça? Oui. Il faut qu'il quitte son corps
Non, même pas. Pour devenir Bouddha, il n'y a pas besoin de quitter un corps, de ne plus avoir de corps. Oui, à ce moment-là, le corps se transforme. Même déjà, on dit, bon, après, ça, c'est quand on parle du Bouddha, c'est difficile d'expliquer. Mais on dit que même déjà, un arya, c'est-à-dire un être qui réalise la vacuité directement et qui atteint le sentier de la vision, adopte un corps mental. Il n'a plus un corps grossier, comme ça, mais c'est un corps mental. Geshe-la dit toujours ça. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Je ne sais pas, il a un corps qui est d'une nature différente, plus un corps grossier. Après, bon, si tu... oui, je pense que l'esprit se transforme tellement que le corps se transforme aussi complètement. C'est des états d'esprit très subtils aussi, tu vois, complètement différents de ce qu'on connaît, nous. Donc, il y a un changement correspondant qui s'opère aussi physiquement. Après, bon, on n'atteint pas forcément l'éveil, je sais pas ça. On dit que par exemple que pour réaliser la vacuité directement, ça se fait pas, non, ça se fait sur un corps du royaume du désir. Pour réaliser la vacuité directement, la première fois. Mais après, c'est pas forcément des êtres humains. Ça peut être des dieux de différents niveaux, etc. qui pratiquent dans des terres pures, etc. Après ça, c'est un peu compliqué comme question. Je pense que dès qu'on parle de ce qu'est un Bouddha et etc. Comment ça fonctionne, quel est le corps d'un Bouddha, etc. C'est des notions qui sont tellement étrangères à notre réalité à nous. Je ne pense pas qu'on puisse le comprendre avec nos critères, avec nos concepts, etc. Moi, je pense que c'est pas possible. Donc, ouais. Tu peux parler, allumer le micro, ouais. Donc, dans la même veine de questions, c'était en discutant il n'y a pas longtemps avec quelqu'un. Parle bien dans le micro, s'il te plaît. Dans le micro. En discutant, on se demandait, donc ces corps d'émanation qui n'ont même pas forme forcément humaine, puisqu'on dit ça peut être un animal, ça peut être... est-ce que leur esprit sait qu'ils sont un corps d'émanation ? Leur esprit, si c'est un corps d'émanation, c'est un Bouddha. Comment le Bouddha ne saurait pas? Ça veut dire que c'est pas un être ordinaire, c'est pas un animal en fait. Si c'est un corps d'émanation, c'est pas un animal. On dit oui, un corps d'émanation, ça peut être n'importe quoi, par exemple un pont ou n'importe quoi qui est utile aux êtres. Donc ça peut être un animal, etc. Est-ce que leur esprit sait? C'est pas un animal à ce moment-là. C'est un corps de Bouddha. C'est l'apparence. C'est une apparence. On voit cette apparence pour nous. Ça ne veut pas dire que c'est ce qui apparaît. Donc tu ne peux pas dire que c'est un animal qui ne sait pas ce qu'il fait. Ouais. Ouais. Je voulais juste partager à propos de ces différentes questions et de tout ce que l'on se pose comme question à partir de ça, des différents corps, une citation que j'ai trouvée dans Sa Sainteté à propos des Nirmanakaya et des Bodhisattvas des 10e terre. Dans leurs activités, comme le pan par exemple, ils demeurent dans le cycle des existences, mais par la pensée, ils séjournent dans le nirvana. Et ça parle de quoi, ça? Des corps d'émanation? Oui. Par leurs activités. C'est comme on dit, par exemple, les bodhisattvas. Qui restent. Si c'est un corps d'émanation, ce n'est pas des bodhisattvas, c'est des Bouddhas. C'est ce que j'ai dit au début, les corps de Bouddha. Mais ça peut aussi nous aider à approcher un petit peu ce que ça... Ces bodhisattvas qui sont revenus pour utiliser... Mais c'est ce qu'on dit, par exemple, quand on parle aussi de la dévotion au maître. On dit le maître est un Bouddha. Donc si le maître est un Bouddha, le maître est un Bouddha, et donc tout ce qu'il montre, il montre un aspect ordinaire. Tout ce qu'il montre, c'est en fait un enseignement. C'est une apparence
pour notre esprit, pour être bénéfique à notre esprit. On dit par exemple, d'après le Mahayana, on dit que le prince Siddhartha qui a atteint l'état de Bouddha à Bodh Gaya, il était déjà éveillé, c'était déjà un Bouddha, mais il est venu pour être bénéfique aux êtres, et pour être bénéfique aux êtres, il montre un aspect ordinaire, hein, pour être en relation avec les êtres ordinaires. Donc un corps d'émanation, c'est pareil. C'est comme un corps d'émanation d'un Bouddha, montre un aspect ordinaire pour être relié, pour communiquer avec des êtres ordinaires. Donc c'est un peu ce que tu dis aussi. Enfin, ce que tu dis dans la citation, oui, je comprends. Il y a Gabriel qui voulait parler aussi. Ouais. Peut-être on peut passer après à autre chose, parce que... Vas-y, Pema, si tu veux. Cependant, le Bouddha, pendant toute sa première partie de sa vie, il a vécu dans la félicité de l'abondance. Après, il a renoncé en voyant les différents aspects qu'il ne connaissait pas. Il est parti à la recherche de la connaissance et il a fait quelques années d'abstinence terrible. À ce moment-là, il n'était pas dans une conscience d'être un Bouddha, apparemment, en tout cas. Ben, apparemment, non. C'est ce qu'on dit. Ce qu'on dit, c'est que il était Bouddha, mais il montre un aspect pour donner un enseignement. Sa vie est un enseignement. Il n'avait pas conscience. Oui, si c'est un Bouddha, comment on peut dire qu'un Bouddha n'a pas conscience? Mais à la vue des êtres ordinaires, il apparaît comme quelqu'un qui s'engage dans les activités ordinaires d'une personne ordinaire. Mais si c'est un Bouddha, évidemment qu'il a conscience. Et que ceux qui... Bon, quand on fait par exemple la prière des 12 faits, hein, les 12 hauts faits du Bouddha, hein, vous êtes né dans cette caste, hein, vous avez suivi telle et telle chose, vous avez vécu à la cour, vous avez pris femme, il s'est marié, il a eu un enfant, il a quitté le palais et tout ça. Et tout ça, c'était un enseignement pour montrer qu'est-ce que c'est le renoncement, pour montrer la voie à suivre, l'ascétisme aussi pour montrer que il faut pas tomber dans les extrêmes, et que c'est la voie du milieu aussi au niveau de la conduite, donc pas d'hédonisme et pas de mortification, etc. Donc tout est vu comme un enseignement qu'il donne à travers sa vie. Comme en fait disant qu'il a choisi les circonstances de sa vie pour descendre et pour montrer un exemple. Donc dans le Mahayana, on dit que le Bouddha était déjà éveillé et qu'il avait décidé ça avait été décidé que c'était le 4e et qu'il viendrait dans ces circonstances, etc., etc. Donc c'est difficile de dire qu'il ne le savait pas. Ouais. Donc après, moi j'ai marqué le 104. Qu'est-ce que j'ai marqué? Par la méthode, nous vaincrons l'ennemi. On vient de le faire. Ben d'accord. Donc on vient de le faire, d'accord. On va pas recommencer. Donc il y a les deux. Et ici, en fait, ce que ça veut dire, c'est que de par la loi de cause et d'effet, comment ne pourrait-on pas actualiser les deux corps d'un Bouddha, hein? Donc c'est un peu un encouragement, hein, en disant c'est possible. Comment ne pas obtenir le corps formel d'un Bouddha? Donc on peut y arriver. Après j'ai noté 108. Hein? Alors 108. Ce qui semble vraiment exister n'a pas la moindre réalité. Je lis le vers. Ce qui semble vraiment exister n'a pas la moindre réalité. Ce qui apparaît est au-delà de toute surestimation ou sous-estimation. Alors, si les actions qui causent le cycle sont sans substance, comment leurs fruits pourraient-ils exister vraiment? Donc, je note ce que mes notes, je lis mes notes. Donc, ce qui semble exister véritablement, ce qui semble exister vraiment, hein, c'est vrai seulement du côté de la saisie d'un soi, du côté de la conception du soi qui saisit l'existence véritable. Autre que cela, cette apparence n'est pas la réalité. Hein.
Donc, ce qui semble vraiment exister n'a pas la moindre réalité. Hein. Ça veut dire ce qui semble, ça apparaît comme ça existait vraiment. Qu'est-ce qui apparaît comme existait vraiment? Tout. Toute notre expérience, dans l'apparence même, hein, ça apparaît comme si tout a l'air vrai, non? Vous croyez pas que tout a l'air vrai, très vrai, tellement vrai? Tout semble exister vraiment, mais cela n'a pas la moindre réalité. Donc, ce que Geshe-la a commenté, c'est que ça semble apparaître vraiment, mais c'est simplement, et c'est vrai. Ceci est vrai, le fait que les choses apparaissent vraiment n'est pas la réalité. En réalité, les choses n'existent pas vraiment, de leur propre côté véritablement, etc. Ça, c'est vrai simplement pour la saisie, la conception du soi. La conception, en fait, c'est l'ignorance qui saisit une existence réelle dans les choses, indépendante de son propre côté. Donc, pour cette conception, pour cette saisie, c'est vrai ce qui apparaît. Mais en réalité, ça n'existe pas. Autre que cela, cette apparence n'est pas la réalité. Alors après, en fait, c'est le propre de la surestimation et de la sous-estimation. Le propre de la surestimation et de la sous-estimation est de rajouter une existence intrinsèque là où il n'y en a pas et de nier une existence là où il n'y a qu'une existence relative. Donc on dit il n'y a pas d'existence ultime, mais il y a une existence relative. Donc ce qui apparaît est au-delà de toute surestimation ou sous-estimation. Donc ici, je pense que ce qui apparaît là, ça porte un peu à confusion, hein, parce que ce qui apparaît, on pourrait croire que ça parle de l'existence véritable. Mais en fait, je pense que ce qui existe, en fait, la réalité, qu'est-ce que c'est? La réalité, elle est au-delà de toute surestimation et de toute sous-estimation. Hein. Ça prête un peu à confusion, là. Donc, ce qui semble exister vraiment, ça n'est vrai que pour cette conception. En vérité, ça n'existe pas. Il n'y a pas d'existence véritable de son propre côté. Ce qui existe, en fait, est au-delà de toute surestimation ou sous-estimation. Alors, si les actions qui causent le cycle sont sans substance, il y a une question. Si elles n'existent pas de façon substantielle, hein, comment peuvent-ils porter des fruits? Sans existence réelle, comment les choses peuvent-elles encore fonctionner? C'est ça la question. Donc, dans le commentaire ici, ce qui apparaît, oui, là ça porte un peu à confusion. Bon, j'ai pas trop le temps de regarder le tibétain, mais je pense que le sens c'est ça. La réalité est au-delà de toute surestimation et sous-estimation. Alors, il y a surestimation, sous-estimation. Surestimation, c'est une exagération. Sous-estimation, c'est une dénégation. Hein. Donc, soit d'un côté, on exagère ou on surestime. Hein. La surestimation, ça veut dire qu'on ajoute une existence intrinsèque là où il n'y a pas. Et la dénégation, c'est de nier c'est de nier une existence là où il n'y a qu'une existence relative et de penser que ça n'existe pas. Voilà, les deux extrêmes. Donc, si les actions sont sans substance, comment leurs fruits pourraient-ils exister? Comment y aurait-il comment la roue, la succession cyclique des karmas, des souffrances, peut-elle tourner? Oui, mais bon, la question est posée. Hein. Comment ça se fait alors, puisqu'il n'y a pas de substance? Comment ça n'existe pas vraiment? Comment cela peut-il donner des fruits? Le samsara, les souffrances qui viennent des actions, le karma, comment pourrait-il exister vraiment? Ils sont produits en dépendance, donc ils ne peuvent pas exister vraiment. Mais bien que vides d'existence véritable, comme le reflet dans l'eau, le reflet de la lune dans l'eau, bien que dénués d'existence en soi, ces phénomènes se manifestent conventionnellement. Et cette manifestation relative, conventionnelle, permet leur fonctionnement. Donc la causalité est viable, bien que relative, et elle apparaît sous divers aspects. Donc c'est un peu, oui, comment concilier l'absence d'existence véritable avec la fonctionnalité.
Et ça, c'est le gros nœud, quelque part. Hein, parce que ça fonctionne, même, on dit ça dans les écoles inférieures philosophiques, mais bon, c'est ça qui est intéressant quand on étudie les différentes philosophies, c'est que c'est quelque chose qu'on a en nous, mais on s'en rend pas forcément compte. Que pour nous, le fait que ça fonctionne et ça donne un résultat, ça veut dire que ça existe, vraiment, quelque part. Parce qu'on s'accroche à quelque chose. On a ce concept-là. Mais en fait, en l'absence de substance, en l'absence d'existence de son propre propriété véritable, ça marche quand même, la causalité. Et c'est ça qui est difficile à concilier. Détachement. Ouais. Oui, ça fonctionne parce que ça n'existe pas véritablement. Sinon, ça serait immuable et ça serait statique et il n'y aurait pas de changement. C'est vrai. Mais ce qui est important, c'est d'arriver à voir comment, en fait, quand on raisonne, on le comprend, ça, mais comment dans notre expérience, dans notre expérience, tout est complètement, on saisit tout complètement. Donc, on comprend intellectuellement, c'est bien, c'est un début. Mais après, il faut l'appliquer. Donc, il faut arriver à trouver, c'est comme le chérissement du soi, quelque part, c'est plus facile à mettre le doigt dessus, le chérissement de soi, non? Parce que là, c'est là, ah! La saisie du soi, c'est plus, c'est la vue, c'est un peu différent, vous voyez? C'est plus subtil, ouais. Mais il faut arriver aussi à l'identifier pour pouvoir la contrer. Et donc ça se fait, par l'écoute. On dit toujours la réflexion, la méditation, mais d'abord il faut écouter beaucoup d'enseignements sur la vacuité. Il faut réfléchir, pour arriver à avoir une image mentale d'abord, qui se rapproche de plus en plus de ce que c'est en réalité. Et ça, on va apprendre en fait dans l'Auric. Dans l'Auric, qu'est-ce qu'on apprend? On apprend l'esprit et la connaissance. Qu'est-ce que la conscience? Qu'est-ce que l'esprit? Et comment ça fonctionne? Et pour faire ça, en fait, on divise l'esprit en plusieurs catégories. Donc, il y a par exemple les consciences sensorielles, la conscience mentale, et puis il y a des consciences aussi qu'on dit avérées, et il y a des consciences qu'on dit non avérées. Une conscience avérée, c'est une conscience qui atteint son but, qui est de connaître l'objet. C'est-à-dire, elle est avérée, elle connaît l'objet. Et dans il y a des consciences avérées, des consciences non avérées, et donc il y a des divisions. Et puis une conscience avérée, elle peut être aussi de plusieurs. Là, j'avance un peu. Oui, je vous donne envie. Ouais. Et puis j'assure mes arrières aussi. Parce que comme je dis, c'est Geshe-la qui explique, c'est bien, c'est moi qui suis derrière, tu vois. Pas que je serve à grand chose, mais bon. Je sens au moins la responsabilité d'essayer que les choses soient assez claires. Oui, une conscience avérée, donc il y a deux types de conscience avérée, c'est-à-dire on peut vraiment connaître les choses, soit directement, soit conceptuellement. Et donc, évidemment, tout ça, l'objet principal à connaître, c'est la vacuité. Donc, avant d'arriver à une connaissance directe de la vacuité, c'est-à-dire qui n'est pas conceptuelle, directe, sans l'intermédiaire d'une image mentale, avant d'arriver à ça, on va connaître la vacuité par une image mentale. Mais n'importe quelle image mentale de la vacuité ne va pas être appropriée. Donc notre image, avant d'avoir une conscience avérée conceptuelle, qu'on appelle en fait, comment on appelle ça, JPAC, une inférence, une inférence. Donc avant d'avoir une connaissance directe, on va avoir une conférence inférentielle, une connaissance inférentielle. Et une connaissance inférentielle, c'est par l'intermédiaire d'un raisonnement qui atteint son but de connaissance, qui fait qu'on va vraiment réaliser la vacuité, mais ça ne va pas être direct, ça va être encore... Il va y avoir encore un écran, c'est une image mentale. Mais cette connaissance, elle est quand même considérée comme valide ou avérée.
Donc, pour en arriver là, il faut aussi d'abord avoir bien écouté des enseignements sur la vacuité pour raffiner l'idée qu'on en a. Hein. Et s'aider de raisonnement, de syllogisme. Hein. Il y a aussi des règles pour les syllogismes. Un syllogisme correct qui correspond à certains critères. Et c'est simplement si un syllogisme est correct, il correspond à des critères définis, qu'on va pouvoir l'appliquer. Et en l'appliquant correctement en son esprit, en comprenant les différents niveaux et particulièrement la raison qui est donnée, pas juste de façon superficielle mais en profondeur. Par exemple, la personne est vide d'existence inhérente parce que c'est une production en dépendance. Vraiment comprendre ce que ça veut dire. Et si on applique vraiment le syllogisme, à ce moment-là, on comprend que la personne est vide d'existence inhérente. Donc on étudie ça, c'est pour vous mettre l'eau à la bouche. Donc oui, aussi tout ça pour dire que c'est bien de lire, d'étudier, réfléchir. Hein. Tout ça, ça sert, évidemment. D'accord. Il y avait aussi le verset 17. C'était un peu difficile. Hein. Peut-être j'essaye. En équilibre méditatif sur la vacuité. Quand on médite sur la vacuité, en équilibre méditatif, c'est-à-dire il n'y a que la vacuité qui apparaît, il n'y a aucune apparence de phénomène conventionnel. Aucun phénomène conventionnel dans la perspective de cette sagesse. C'est-à-dire quand on réalise la vacuité directement, là j'étais un peu, en fait j'ai pas eu le temps de poser la question à Geshe-la, en fait j'avais une question ici. Il y a quelque chose qui m'apparaissait pas très clair. Quand on médite sur la vacuité, mais je pense que ça doit être direct, là, mais je ne suis pas sûre. Aucun phénomène conventionnel n'apparaît. Il n'y a que la vacuité qui apparaît. Tout disparaît. Hein? Parce que les phénomènes conventionnels, quand ils apparaissent toujours avec une existence réelle. Et en fait, l'esprit est complètement concentré sur l'absence d'existence réelle, véritable. Donc c'est tout ce qui apparaît, hein, comme l'espace. Donc la vacuité est la seule chose qui apparaît. Donc pour cet esprit d'équilibre méditatif sur la vacuité, l'existence conventionnelle des choses n'existe pas. L'existence nominale, la désignation nominale n'existe pas. Ça ne veut pas dire qu'elle n'existe pas, mais pour cet esprit qui est sur la vacuité, ça n'existe pas parce que ça n'apparaît pas, il ne voit rien. La seule chose est la vacuité, le mode d'existence ultime, qui pourtant n'existe pas ultimement, non plus. Hein? Voilà. Ça veut dire que la seule chose qui apparaît, c'est la vacuité, qui est en fait le mode d'existence ultime. Parce que l'existence ultime, quand on parle de la vérité conventionnelle et la vérité ultime c'est la vacuité. C'est la vérité ultime, mais même la vacuité n'existe pas ultimement. Eh bien, ça veut dire qu'elle n'existe pas de son propre côté, de façon indépendante. Même la vacuité est vide. Oui, ça veut dire ça. Même la vacuité est vide d'existence intrinsèque de son propre côté, indépendante. Donc la vacuité, elle existe conventionnellement, mais elle n'existe pas ultimement, mais c'est quand même une vérité ultime. C'est la vérité ultime de tous les phénomènes. Parce que si on va à la fin, finale, la vérité finale, ultime, si on pousse à la fin, on cherche, on mène une analyse, on trouve rien. Enfin, on trouve la vacuité, qui n'existe pas ultimement. Donc la chose seule est la vacuité, le mode d'existence ultime, qui pourtant n'existe pas ultimement. Oui. Un micro? Tu veux le micro? Ça, oui. Après, il y a Rantong et Shantong. Alors là. Oh. Ouais. Oui, c'était pour demander si, au bout du compte, c'est comme ça que je l'avais compris, ça veut dire que dans l'équilibre méditatif, ce haut pratiquant voit seulement la vacuité et la vacuité de la vacuité, ce que j'avais noté moi.
par rapport à ce qu'on dit là. Eh bien, oui. Ouais. Enfin, moi, j'ai pas entendu ça, mais ça revient à ça. Il voit que la vacuité. Même la vacuité est vide. Hein. C'est-à-dire que même la vacuité qui lui apparaît n'apparaît pas avec une existence, apparaît vide. Donc, la vacuité de tout, y compris de la vacuité. Ouais. Hein? Pardon. Par contre, quand il sort de l'équilibre méditatif, il voit les deux aspects. Quand il voit, c'est ce qu'on a appris, Oui, voilà. c'est ce qu'on a dit, la méditation sur l'illusion. Tout apparaît comme une illusion. Parce que dès qu'il sort de la vacuité, on a vu ça en étudiant Lacton, la vue supérieure, c'est que dès qu'il sort de l'équilibre méditatif, tous les phénomènes conventionnels apparaissent et ils apparaissent comme existant véritablement, mais de par la force. Donc, aux consciences sensorielles, les choses apparaissent comme existant véritablement, mais la conscience mentale sait que c'est faux. C'est pour ça que tout apparaît comme une illusion, bien que ça apparaisse, il sait très bien que c'est pas vrai, comme un mirage, ou un rêve, ou une illusion. Mais à ce point-là du commentaire, je trouvais que c'était important pour moi de repréciser ça. Merci. Oui, d'accord. Donc désormais, quand on entre en concentration, sur ceci, nul doute, il y a bien une apparence, mais à part elle, qu'existe-t-il ? L'existence, quelle est-elle et qu'en est-il de la non-existence ? L'existence, quelle est-elle ? Donc moi, je lis mes notes ici. L'absence d'existence intrinsèque. C'est ça qui est l'existence. Qu'est-ce qui existe à ce moment-là ? C'est l'absence d'existence intrinsèque. C'est toujours dans le cadre de l'équipose. Hein. L'existence, quelle est-elle ? L'absence d'existence intrinsèque. La non-existence. Excusez-moi. Ouais. La non-existence, qu'en est-il de la non-existence ? L'absence d'existence intrinsèque n'existe pas ultimement. Voilà, c'est ça. Donc l'existence, quelle est-elle ? C'est-à-dire qu'est-ce que l'on voit ? Qu'est-ce qui existe ? Seule l'absence d'existence intrinsèque apparaît à ce moment-là, existe, et elle n'existe pas non plus ultimement. Voilà. Donc c'est ça que ça veut dire. Hein. Existe-t-il quoi que ce soit ? Le seul objet, le vide, la question ne se pose pas, absence ou présence d'existence intrinsèque, parce que tout ce qui apparaît est l'absence. Tout ce qui apparaît, c'est l'absence. En équipose méditative, la question ne se pose pas. Hein. Le seul objet, le vide. Oui. Est-ce qu'il y a une existence intrinsèque ou est-ce qu'il n'y en a pas ? La question ne se pose pas à ce moment-là, parce que tout ce qui apparaît, c'est l'absence d'existence intrinsèque. Voilà. Donc, toujours dans l'équipose, la 118, on ne distingue pas objet et sujet. Libre d'objet à adopter et rejeter. Les objets et leur vacuité ne sont pas. N'existe pas davantage le bien et le mal, ni aucune conception. Si l'intelligence spontanée et limpide demeure dans cette inéité, on devient un être supérieur. Donc on ne distingue pas objet et sujet toujours dans la méditation. Donc ce qui veut dire que ultimement, il n'y a pas d'objet ni à adopter ni à rejeter. Il n'y a pas d'objet à rejeter, pas d'objet à adopter, et il n'y a pas non plus d'élaboration mentale à une telle conscience. N'apparaît aucune élaboration mentale, rien à adopter, rien à rejeter. Donc il n'y a ni objet ni sujet, donc c'est la non-dualité. Si l'intelligence demeure dans cette absence d'existence intrinsèque, par là même, on devient un arya qui réalise la vacuité directement. C'est pour ça là que ma question à Geshe-la, c'était, on avait l'air de dire à partir de là qu'on pouvait réaliser la vacuité directement. Moi, j'avais l'impression que dès le départ, on parlait d'une réalisation directe de la vacuité, parce que tous les phénomènes conventionnels avaient disparu. Donc ça, c'était ma question, je n'ai pas eu le temps de la poser. Sur le forum. Je peux répondre sur le forum.
si vous voulez. Voilà. En nous s'exerçant à ces deux esprits d'éveil, on peut parachever les deux accumulations et réaliser les deux buts. Et dans la dédicace, on dédie tous ces mérites pour réaliser les deux bodhicittas, ultimes et conventionnels, comme on l'a dit dans l'enseignement, pour détruire les deux ennemis intérieurs, le chérissement de soi, la saisie du soi, et réaliser les cœurs de Bouddha. Equipose. Equipose. E-Q-U-I-P-O-I-S-E. Equipose. Ça se dit en français? C'est anglais. Hein? L'équilibre, on dit en français, pardon. J'ai dit equipose. Ah oui, pardon. L'équilibre méditatif. Ouais. Nyamsha. C'est une absorption méditative, en fait, où l'esprit est absorbé dans son... C'est un état de concentration, si tu veux, sur où il n'y a qu'un objet, qui est la vacuité, là, ici. Hein? Quoi? Équilibre, oui. Parce qu'en fait, equipose, moi j'ai dit equipose, c'est anglais. On dit équilibre méditatif. Oui. Je me suis trompée. Parce que quelquefois, je ne sais plus si c'est anglais ou si c'est français. D'accord? Vous avez des questions ou ça va? On laisse ça comme ça? Tu voulais dire quelque chose? Travail, oui. 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 Ah non, je croyais que tu voulais dire quelque chose. Non. Valérie avait dit qu'elle nous ferait passer les modifications du texte Racine. D'accord. Voilà. Donc, elle n'a pas eu le temps. C'est normal parce qu'elle a passé son... Eh bien, on peut le revoir, d'accord. Voilà. Très bien. Comment? Après jeudi, oui, parce que Françoise n'est pas là, donc à partir de jeudi, elle pourra envoyer. Donc c'est bien parce que comme ça, on fait une note, la modification du texte. Moi, j'ai une question là. Je vous ai dit que je demanderai à Guichet-là s'il y a une réponse. Et puis, il y aura l'évaluation qui va venir aussi. Donc l'évaluation, vous savez, les personnes qui veulent rendre l'évaluation, bon, ça va être indiqué, mais en principe, donc l'évaluation, elle se fait chez vous. En principe, il faut prévoir 2 heures. Ça ne va pas être difficile, surtout là, c'est assez frais pour vous. Donc je vous conseillerais de ne pas laisser traîner, c'est comme vous voulez, mais là c'est tout frais, il vous suffit peut-être de revoir un petit peu les points les plus difficiles pour être sûr que vous comprenez bien. L'évaluation se fait sans livre, hein, ou peut-être juste s'il y a besoin, le texte Racine. Non, même pas. Non, juste le Racine. Sans cahier. C'est pas noté, hein. mais normalement, il n'y a pas besoin, non, sans matériel. Sans livre, sans le texte Racine, je pense. Hein. De toute façon, ça sera spécifié. Tout est spécifié. Et vous ne regardez pas les questions d'évaluation avant de la passer. Hein. C'est-à-dire que le moment où vous décidez de passer, vous êtes prêt pour l'évaluation, vous êtes sûr d'avoir 2 heures devant vous. Donc, si le texte Racine, je suppose que le texte Racine, c'est bien de l'avoir, ça sera spécifié. Et puis voilà, et vous vous mettez à répondre aux questions. Mais vous ne regardez pas les questions à l'avance, vous ne préparez pas les questions avant de passer l'évaluation. Sur Internet. Eh bien, il faut que tu parles à Françoise. Tu as un email? T'as rien? Ah bon. Je ne sais pas, Françoise, elle envoie des personnes, mais tu as une adresse. Comment tu as... Parce que Françoise, elle envoie aux gens par la poste à ce moment-là. Hein. Donc, ce que tu... Ok, je vais lui dire à Françoise, puisqu'elle n'est pas là, je suppose.
Donc Roger, Roger par la poste. D'accord. D'accord. Et Gérard, oui. Mais elle le sait, ça, hein? Sûrement. Elle le sait, Françoise, hein? Hein? T'as plus Internet. Oh, cassé. Roger, Gérard. Une question, Chantal, c'est juste pour savoir si vous nous donnerez les corrections, les tableaux remplis ou pas, là. Ah, oui, j'avais pensé remplir le tableau, là. C'est un peu court, là. Vous voulez que je vous lise? Tout est fermé. Bon, d'accord. Eh bien, on peut l'envoyer. Voilà, envoyer le tableau. Ouais. Envoyer le tableau. Bien. Oui, tableau rempli. La feuille de présence, soit vous l'envoyez, soit vous la laissez. Oui, mais bon, si tu l'as, tu peux la laisser si tu l'as remplie. Parce que la feuille de présence, c'est la présence pour cette semaine. Donc, si vous l'avez, vous pouvez la laisser, on la donne à Françoise. Ça sera fait, sinon vous l'envoyez. Oui, en même temps que l'évaluation, si vous voulez valider le module, on demande aussi la grille. Voilà. La grille, oui, de présence. Oui, eh ben, on va l'envoyer, c'est ce qu'on vient de dire. Non, c'est celui-là. Oui, parce que l'autre, il est rempli. Ah non, pas l'autre. C'est celui-là, ouais. C'est le récapitulatif. D'accord? Peut-être on fait juste la dernière dédicace. Hein. Et dédiez bien vous aussi. Hein, dédiez chacun de son côté. Ajanju sencho rinpoche ma ke pa nang ke gyushi ke pa nyam pa me pa yang gandu pe wa shu Toni tawa rinpoche ma ke pa nang ke gyushi ke pa Nyampa me pa yangone gondu pewa sho. Merci. À bientôt.